Et il est très simple d'affirmer que le danger nucléaire est réel et qu'il n'est dans l'intérêt de personne. Alors faisons quelque chose à ce sujet. Je pense que Trump, je ne dis pas que c'est certain, mais il est possible qu'il puisse trouver quelque chose avec Poutine. J'aimerais juste que plus de personnes au Congrès puissent dire quelque chose, faire quelque chose. Donc en stimulant d'autres personnes, que ce soit les églises, les présidents d'universités, les sénateurs ou les membres du Congrès, ils devraient parler du danger nucléaire et l'intégrer dans le règlement plus large entre les États-Unis et la Russie. Bienvenue. Je suis Katrina Vanden Heuvel, je suis rédactrice en chef et éditrice du magazine The Nation, fort de 160 ans, et présidente du Comité américain pour l'accord États-Unis-Russie. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux, très reconnaissants d'avoir l'opportunité de nous associer à nouveau avec Pascal Lotaz et d'accueillir ce rassemblement pour les études sur la neutralité. Merci Pascal. Je suis consciente que les troubles et la tragédie en Ukraine précèdent de loin les 3 années depuis l'invasion russe que nous avons marquée lundi. Néanmoins, et assez soudainement, il semble que nous ne soyons qu'à 1 mois du 2e mandat de Donald Trump pour atteindre une sorte de phase finale. Aujourd'hui, nous prévoyons de discuter de cela, bien sûr, mais nous estimons également qu'il est important, comme vous le savez tous lors de cet appel, que des pourparlers ont commencé, mais il y a des questions plus larges. Le règlement de la guerre est crucial, mais il ne résout pas automatiquement tous les autres problèmes en suspens dans la relation entre les États-Unis et la Russie, surtout après 3 ans sans discussion entre le président Biden et Vladimir Poutine. Au moins, il y a un peu de diplomatie. Nous pensons que parmi les problèmes en suspens les plus critiques figurent les vastes stocks d'armes nucléaires que chaque pays possède, qui entourent le globe. L'accord stratégique nucléaire historique signé sous Obama, comme vous le savez tous, le New START, expirera dans 1 an, en février 2026. Cela, nous pensons, est parmi les priorités les plus urgentes de l'après-guerre en Ukraine pour l'administration. Nous avons donc beaucoup à aborder, nous avons des panélistes remarquables et j'attends avec impatience la conversation. Pascal, à vous. Merci beaucoup, Katrina. Et merci beaucoup au Comité américain pour l'accord États-Unis-Russie que vous dirigez pour avoir organisé cela et pris contact. Bonjour à tous. Je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui j'ai l'honneur d'animer ce panel de personnalités exceptionnelles pour discuter du très triste 3e anniversaire de la violence à grande échelle en Ukraine. Beaucoup de choses à ce sujet sont encore vivement contestées, à commencer par le nom lui-même. Est-ce une guerre? Est-ce une opération militaire spéciale? Et quand exactement a-t-elle commencé? A-t-elle débuté avec la transgression des troupes russes sur le territoire ukrainien le 24 février 2022? Ou remonte-t-elle au jour fatidique de 2014, lorsque le gouvernement démocratiquement élu de Viktor Yanukovych a été renversé et qu'une rébellion armée a commencé dans le Donbass et que des forces de milices sont apparues en Crimée? Ou remonte-t-il encore plus loin, aux années 1990 et aux plusieurs vagues d'expansion de l'OTAN? Beaucoup de ces questions et points de vue restent à être réglés et convenus. Ici avec moi, pour discuter de cela, j'ai 3 invités formidables. J'ai avec moi le gouverneur Jerry Brown, qui a été le 34e et 39e gouverneur de l'État de Californie. Nous sommes également rejoints par William D. Hartung, un membre de l'Institut Quincy et l'ancien directeur du programme sur les armes et la sécurité au Centre pour la politique internationale. Nous avons avec nous Cynthia Lazaroff, réalisatrice de documentaires et fondatrice des initiatives d'échange États-Unis-Russie et de Nuclear Wake-up Call, Earth. Et bien sûr, en dernier, mais non des moindres, Katrina Vanden Heuvel, la présidente du Comité américain pour l'accord États-Unis-Russie et l'ancienne rédactrice en chef du magazine The Nation.
Tout le monde, bienvenue. Merci, Pascal. Eh bien, peut-être aux trois panélistes. Et commençons par le gouverneur Brown. Mais je demanderai également à Cynthia et Bill de donner leur avis à ce sujet. Au cours des 3 dernières années, ces 3 tristes années, que pensez-vous qu'il est le plus important que nous ayons appris sur le conflit en cours? N'hésitez pas à vous concentrer sur un sujet micro ou sur la vue d'ensemble, selon votre réflexion. Quelle est la leçon des 3 dernières années? Gouverneur Brown. Je dirais que cela réaffirme la notion de brouillard de guerre, que vous ne savez jamais dans quoi vous vous engagez lorsque vous vous lancez dans la question sérieuse de prendre le contrôle d'un autre pays. Nous savons par l'histoire que de nombreux mouvements ont été faits. Ils peuvent sembler bons sur le papier. Parfois, ils peuvent sembler bons pendant de nombreux mois, mais ils tournent souvent mal. Donc, je dirais que la prudence et la retenue sont très impliquées là où nous sommes. La tragédie est là. Donc Poutine, je pense, a été surpris. Évidemment, il a été surpris. De plus, la bravoure et l'ingéniosité du peuple ukrainien et le leadership de Zelensky et d'autres, leurs militaires, leurs citoyens, ils se sont mobilisés et ont repoussé l'invasion russe, ce qui probablement, sans connaître tous les détails, reflète une arrogance du pouvoir. L'arrogance qui pensait qu'avec le nombre de troupes, il pourrait simplement prendre le contrôle de l'Ukraine. Peut-être que Poutine pensait aussi que les Ukrainiens les accueilleraient, ou du moins suffisamment pour rendre l'opération qu'il a lancée beaucoup plus facile qu'elle ne s'est avérée être. Donc je dirais que la détermination du peuple ukrainien à repousser les Russes et à avancer, et maintenant à repousser les Russes alors qu'ils avancent lentement, la souffrance, l'acceptation de centaines de milliers de morts et de blessés, c'est monumental. Et la leçon pour moi, bien sûr, est la folie de l'humanité. Comment en arrivons-nous là? Comment Poutine a-t-il pu faire cela? Comment? Et bien sûr dans l'histoire. Donc Poutine a ses défauts, je dirais une véritable culpabilité ici. Mais au cours des 10-20 dernières années, beaucoup de choses ont été faites par l'Europe, par les autres pays d'Europe et par les présidents américains qui n'ont pas construit le type de compréhension et de respect qui aurait pu prévenir cette guerre. Je pense certainement que cette guerre n'était pas dans l'esprit de Poutine il y a 20 ans. Et donc, beaucoup de choses se sont passées, et je dirais qu'il y a beaucoup de responsabilités à partager. Je ne veux pas comparer les culpabilités parce que Poutine a lancé la guerre, il a commencé à tuer des gens, c'est d'une certaine ampleur. Maintenant, toutes ces spéculations sont pour les historiens et peut-être les moralistes. Ce qui est important maintenant, c'est comment en sortir. Quelles sont les actions qui peuvent mettre fin à cette guerre, rendre les relations en Europe de l'Est plus stables, donner aux gens un sentiment de sécurité et trouver un moyen pour l'Occident, pour les pays d'Europe et les États-Unis, de travailler avec Poutine et la Russie. Un personnage très différent, je dirais, a des défauts très différents de ceux des Américains. Il y a beaucoup de défauts à signaler, je dirais, des angles morts. Donc oui, il y a beaucoup à faire. Je dirais que la chose la plus importante maintenant est de trouver des moyens d'arrêter la guerre et ensuite, à l'avenir, de constituer, si possible, un type de relation différent. C'est ainsi que je le vois. Je pense que c'est possible. Peu importe votre jugement sur Poutine, quels que soient ses nombreux défauts de caractère, il était encore quelqu'un qui travaillait avec l'Occident il n'y a pas si longtemps. Et rappelez-vous, les États-Unis ont travaillé très étroitement avec Staline. Nixon pouvait trinquer avec Mao Zedong. Donc je ne me concentrerai pas sur Poutine, la personnalité. Je me concentrerai sur la souffrance et les voies à suivre pour réduire le mal, le conflit, la guerre, et obtenir plus de stabilité
et de compréhension dans cette partie de l'Europe. La chose intéressante est que certains de mes spectateurs de cette chaîne soutiendront qu'une grande partie de la responsabilité incombe à l'Europe et aux États-Unis pour la désescalade qui n'a pas eu lieu auparavant. Mais ce qui est intéressant, c'est que cela n'a même pas d'importance à laquelle nous adhérons en raison de la Genèse. Ce qui importe maintenant, c'est de savoir si, avec ces différentes interprétations de ce qui s'est passé, nous convergerons vers une spirale vertueuse qui nous mènera à la désescalade ou non. Mais Cynthia, puis-je vous demander votre principal point de vue? Et si vous souhaitez réagir à ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à le faire. Merci Pascal. Eh bien, j'ai apprécié la vue d'ensemble du gouverneur et l'examen des différents points de vue dans tout cela. Vraiment une sorte de regard large sur ce qui s'est passé. Je suis dans la position où nous examinons les coûts humains stupéfiants de cette guerre, auxquels le gouverneur a fait référence, avec plus d'1 million de morts ou de blessés et des risques d'escalade continue. Si vous regardez les 14,6 millions de personnes ayant besoin d'aide humanitaire, 3,7 millions de déplacés internes dans le pays, 6,8 millions cherchant refuge à l'extérieur du pays, et ensuite les millions de familles séparées par la guerre, y compris des enfants emmenés sans parents en Russie. Une enquête menée par le Comité international de secours a révélé que 64% de ses clients avaient été séparés de force d'un membre proche de leur famille. Alors, vous savez, ce ne sont là que quelques-uns des coûts stupéfiants pour les gens. Et donc, pour moi, l'appel du président Trump à un cessez-le-feu et à relancer les négociations maintenant pour mettre fin à la guerre sont des étapes positives, significatives et attendues depuis longtemps pour vraiment arrêter la souffrance et les tueries et pour mettre fin à ce conflit. Je pense que l'un des défis est que si vous regardez, et quand je parle à mes amis ukrainiens, ils me rappellent que le conflit a commencé en 2014. Maintenant, les gens pourraient avoir un point de vue différent en Ukraine, mais quand j'entends parler de cela, c'est que le conflit a commencé en 2014. C'était la première phase de la guerre et février 2022 était la deuxième phase de la guerre. Mais je pense que l'un des défis est que si vous remontez à 2014, chaque cessez-le-feu en Ukraine depuis 2014 a échoué. Et ces cessez-le-feu ont échoué pour de nombreuses raisons. Les accords de Minsk qui les ont mis en place, les accords de Minsk, étaient profondément imparfaits. Mais l'une des principales raisons de leur échec était le manque de volonté politique à plusieurs niveaux. En Occident, le récit est que la guerre en Ukraine est un conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est certainement un niveau du conflit, le niveau évident, mais il y a deux autres niveaux. Le conflit géopolitique mené par les Américains entre les États-Unis et l'OTAN et ses alliés, qui est maintenant en train de changer, et aussi la dimension de la guerre civile du conflit au sein de l'Ukraine elle-même, qui est profondément divisée entre l'Est et l'Ouest. Dans mes conversations avec des représentants de la société civile ukrainienne, ils me disent qu'une paix durable ne peut être atteinte qu'en abordant les trois niveaux du conflit, y compris le troisième niveau, qui est le maintien de la paix au sein de l'Ukraine elle-même. Ils envisagent un processus de paix inclusif, centré sur l'humain, avec la participation significative de la société civile et des femmes de toute l'Ukraine, représentant un large éventail de points de vue où ils peuvent exprimer leurs besoins et intérêts, en particulier ceux des parties prenantes les plus touchées par le conflit, et que ceux-ci soient pris en compte dans un accord de paix. Ils considèrent cela comme impératif pour construire la confiance et garantir la volonté politique nécessaire pour qu'un cessez-le-feu tienne et, en fin de compte, pour une paix durable en Ukraine. Je m'arrêterai là.
Merci beaucoup. Je pense que ces 3 niveaux sont très importants à garder à l'esprit. J'ai également eu une discussion avec un collègue russe l'autre jour, et il a souligné que la chose la plus importante pour eux, pour Moscou en ce moment, est un accord de sécurité global qui non seulement transforme la guerre en paix, mais transforme également l'instabilité en Europe en un environnement paisible dans lequel tout le monde peut prospérer. Mais permettez-moi de passer la parole à William. Bill, quel est ton résultat d'apprentissage? Et encore une fois, n'hésite pas à réagir également. Eh bien, je suis d'accord avec l'analyse du gouverneur Brown et le point de vue de Cynthia, selon lequel il doit y avoir une participation large à un accord de paix. C'est la seule façon pour qu'il tienne et réponde vraiment aux besoins des gens en Ukraine. Une chose que j'ai constatée à partir de la guerre, c'est simplement une mauvaise évaluation de tous les côtés. La Russie pensait qu'elle allait entrer et conquérir l'Ukraine. Certains des partisans de la défense de l'Ukraine, qui bien sûr devaient être soutenus, je pense, étaient irréalistes en pensant que l'Ukraine pourrait militairement chasser la Russie du pays. Et donc je pense que cela a conduit à la guerre. Les États-Unis ont fait beaucoup de choses qui ont créé des tensions avant la guerre, l'expansion de l'OTAN, et ainsi de suite. Mais je suis d'accord que Poutine a déclenché cette invasion particulière, car il en porte la majeure partie de la responsabilité. Mais je pense aussi à la dissolution de l'Union soviétique, qui a été une grande occasion manquée parce que la Russie n'a pas vraiment été politiquement accueillie par l'Europe. Certaines des mesures économiques poussées par l'Occident ont mis l'économie russe à genoux. Je pense que cette situation a facilité l'ascension au pouvoir d'un homme fort, un nationaliste comme Poutine, en premier lieu. Cela n'est pas responsable d'une guerre, mais c'est un exemple de la façon dont les erreurs diplomatiques peuvent avoir des implications pendant des décennies après qu'elles aient été commises. Et puis, il y a l'environnement à Washington, où il régnait une sorte d'atmosphère de guerre froide. Même mentionner le mot diplomatie était perçu comme étant pro-Poutine. Même si c'était dans l'idée que, vous savez, oui, donner à l'Ukraine les moyens de se défendre, mais avoir une voie diplomatique, avoir des communications, parce que vous n'aurez jamais la paix si les deux parties ne se parlent même pas. Et aussi, je pense que cela a été présenté d'une certaine manière, comme si le soutien des États-Unis à l'Ukraine s'était élargi à, eh bien, les États-Unis sont l'arsenal de la démocratie. C'est un combat des démocraties contre les autocraties. Je pense que ce serait une grande surprise pour les gens à Gaza ou au Yémen ou dans tous les autres endroits où les États-Unis ont financé des régimes répressifs et non démocratiques. Donc cela a donné un certain vernis à la politique américaine qui a empêché de parler d'une politique étrangère plus humaine, plus sensée pour les États-Unis. Dans ce sens, bien qu'il ait été important de défendre l'Ukraine, la manière dont cela a été présenté à Washington, je pense, a constitué un revers pour l'élaboration d'une politique étrangère américaine sensée. Même l'industrie de l'armement s'en est mêlée. Vous savez, eh bien si nous allons faire cela, vous devez nous donner plus d'argent, plus d'usines, moins de réglementation. Ils ont en quelque sorte rattaché tout leur programme qu'ils poussaient depuis des décennies à l'Ukraine, d'une manière complètement opportuniste, n'ayant rien à voir avec la défense du peuple ukrainien. Donc, il y avait beaucoup de facteurs. Et aussi, le genre de coûts humains dont Cynthia Lazarov a parlé ne sont pas au centre des discussions médiatiques à ce sujet. Et je pense que c'est extrêmement regrettable. Merci pour cet aperçu. Question, Katrina, veux-tu également ajouter quelque chose ou vas-tu rester en dehors? Je pense que je vais rester en dehors.
D'accord. Alors, permettez-moi peut-être de poser une question de suivi, qui est l'importance de la façon dont nous comprenons ce qui s'est réellement passé. Parce qu'une façon de voir quel était l'objectif de la Russie en 2022 est qu'il voulait envahir l'Ukraine et la prendre entièrement. C'est une interprétation. Et puis ils ont échoué à cela, n'est-ce pas? L'autre interprétation est qu'ils voulaient effrayer l'Ukraine pour qu'elle conclue un accord pour lequel ils ont immédiatement commencé des négociations, n'est-ce pas? Et cela a été fait en partie à Minsk, en partie en ligne, et puis les dernières rondes ont eu lieu à Istanbul. Et puis ces accords se sont effondrés début avril 2022. Peu importe qui est à blâmer pour cela. Mais selon cette interprétation, l'intervention militaire était une stratégie pour créer un résultat diplomatique souhaité. Comment, gouverneur Brown? Comment pensez-vous que ces deux récits différents sur ce qui s'est passé influencent la manière dont les États-Unis vont aborder la prochaine phase ou les prochaines années du conflit? Je ne suis pas sûr. Vous avez exposé deux interprétations. Étant donné l'essai de 5000 mots de Poutine, tentant de montrer ou de prouver que l'Ukraine a toujours fait partie de la Russie et que ce n'est pas un pays, je ne sais pas pourquoi il voudrait simplement stimuler des discussions diplomatiques alors qu'il ne pense même pas que c'était un pays. Mais qui sait ce qui se passe dans l'esprit de Poutine? Qui sait ce qui se passe dans l'esprit de Trump? Nous ne savons pas tout cela. Donc le fait est qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de haine, très justifiable, dans l'esprit de toutes ces personnes. Et surmonter cela va être vraiment difficile, juste à cause de ce qui s'est passé. Ça va être une négociation. Je ne peux pas imaginer comment cela va se passer. Et Poutine cherche-t-il à être raisonnable d'une manière qui sera acceptée par les Européens? Ou que voudra l'Amérique? Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit si simple. Je ne peux pas vraiment vous le dire. Je veux dire, je pense qu'il y a tellement de façons d'interpréter ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine. On pourrait écrire des livres là-dessus. Je pense qu'en ce moment, nous devons comprendre la réalité sur le terrain. Je peux dire, d'après ce que j'ai appris sur l'Ukraine, n'y étant allé qu'une seule fois, et ayant parlé au ministre de la Défense et à l'ancien président, je ne pense pas en savoir assez à ce sujet. Il y a juste trop d'histoires. Donc à ce sujet, je pense que les États-Unis, Poutine, l'Ukraine et l'Europe vont tous devoir, à un moment donné, entrer dans le jeu. Juste une sorte de dictat venant de Poutine ou de Trump. Je ne sais pas jusqu'où cela ira. Nous avons donc un vrai désordre ici. Trump peut être capable de faire ce qu'il veut, et cela peut ouvrir des portes. Le problème, c'est qu'il prévarique tellement. Comment diable peut-il y avoir un accord? Que peut jamais faire confiance à Poutine? Comment les Américains peuvent-ils jamais faire confiance à Trump? Et comment les Européens ou les Ukrainiens peuvent-ils faire confiance à qui que ce soit? La confiance est un ingrédient irréductible dans une trêve, une négociation, une coexistence, et la confiance a été détruite aujourd'hui, très profondément. Donc je ne peux pas vous dire, je veux dire, vous devez entrer dans cette discussion, commencer à parler à Poutine, et que comptez-vous faire à ce sujet? Et puis du point de vue de Poutine, il a beaucoup de griefs, vous savez, du bombardement de la Serbie par l'OTAN, à l'abandon du traité sur les missiles antibalistiques. Nous avons tous ces problèmes qui n'étaient pas détaillés, mais en esprit prophétisés par George Kennan, par McNamara, même par Pipes, et tous ces experts ont dit que c'était une idée terrible, faire avancer l'OTAN. Eh bien, nous l'avons fait. Donc c'est un gâchis qui a beaucoup de résidus là où nous sommes. Donc je dirais juste, allez-y Trump. Poutine, commencez à parler. Mais ces deux-là ne vont pas mettre fin à cette guerre. Cela va nécessiter l'implication de l'Ukraine. Et cela va nécessiter l'implication de l'Europe.
et ils doivent trouver quelque chose de juste. Et comment obtenir quelque chose de juste dans ce chaudron de tuerie, de torture et de haine? Eh bien, je dirais juste, vous savez, c'est pourquoi je veux me concentrer. Proposer des idées, trouver un moyen d'arrêter les combats et d'obtenir une certaine stabilité à l'avenir. Mais bon sang, les griefs sont si profonds, et Poutine a ses propres griefs. Vous pouvez dire qu'ils sont complètement injustifiés, mais cela est vraiment sans importance. Quoi que pense Poutine, c'est ce qu'il pense. Et puisqu'il a le pays derrière lui, ou qu'il le contrôle, nous devons composer avec cela. Donc d'une manière ou d'une autre, Poutine est Poutine, et l'Ukraine est l'Ukraine. Et comment nous mettons tout cela ensemble, c'est, je pense, profondément difficile. Nous devons nous concentrer sur ces éléments. Quels sont les éléments qui permettront à cette guerre de se terminer maintenant, pas dans des années? C'est une très bonne observation, surtout en ce qui concerne la question de la confiance. Et la confiance n'est pas seulement quelque chose d'abstrait. C'est un ingrédient pour parvenir à des résolutions. Et nous avons un historique où les deux parties, ou toutes les parties, affirment que l'autre a un historique de rupture de cette confiance, n'est-ce pas? C'est la dynamique inhérente d'un conflit. Cynthia, pensez-vous qu'il y a des mesures pratiques qui sont prises en ce moment, ou qui devraient être prises pour revenir à un processus qui construira non seulement la confiance, mais aussi un résultat productif vers la paix et la stabilité? Merci, Pascal. C'est une très bonne question. Je veux aborder quelques points pour décomposer ce que je pense être les éléments de base de ce qui doit se passer pour traiter les différentes couches du conflit que j'ai mentionnées plus tôt. Premièrement, l'Ukraine doit clairement avoir des garanties de sécurité solides pour que ses intérêts en matière de sécurité soient pris en compte. Et il doit y avoir des discussions sur une architecture de sécurité plus large pour l'Europe et au-delà. Je pense que la Russie, les États-Unis et l'Europe doivent participer à ces discussions. Je pense qu'il y a le niveau d'arrêter les tueries, le cessez-le-feu dont j'ai parlé auparavant. Et je pense que, vous savez, la haine, la douleur et les griefs auxquels le gouverneur Jerry Brown a fait référence de manière si éloquente sont vraiment en train de couver là-bas. Et ils vont être vraiment difficiles à guérir. Dans les négociations colombiennes du processus de paix, l'un des processus qu'ils ont utilisés était un forum, une commission de dialogue de victimes, où les victimes pouvaient venir de tous les côtés et exprimer leurs griefs. Et c'était une manière sur le terrain, une manière centrée sur l'humain, de commencer à fournir un forum pour que ceci soit exprimé et pour commencer le processus de guérison. Il doit donc être multipiste, multiniveau. Je pense qu'il peut y avoir, au niveau des étapes à suivre dans un accord par phase, des mesures de confiance qui vont renforcer la confiance que le cessez-le-feu va tenir ou que les gens peuvent faire confiance à cet accord. Et encore une fois, ce sera difficile, mais des choses peuvent être faites, comme commencer à arrêter toutes les attaques contre les civils et les infrastructures énergétiques, par exemple, comme moyen de commencer un cessez-le-feu progressif. D'autres mesures de confiance incluent l'ouverture de corridors humanitaires pour l'aide là où elle n'est pas facilement disponible à ce stade. Il y a différentes choses comme ça qui peuvent être faites pour commencer à créer ce processus sur le terrain. Mais je pense qu'il peut y avoir ces types de dialogues de réconciliation qui avaient lieu entre 2014 et 2022. Mais en 2022, vous ne pouviez plus faire cela à l'intérieur de l'Ukraine, parce que, vous savez, être réellement contre la guerre devenait dangereux. Être réellement pour la paix, pour la réconciliation,
devenait quelque chose que vous ne pouviez plus faire. Donc je pense qu'il y a des niveaux, il y a en quelque sorte le niveau humain de ces types de choses, mais il y a aussi la réflexion sur la façon de faciliter la réunification des familles. De nombreux Ukrainiens ont des parents russes qui sont en Russie et de nombreux Russes ont des parents ukrainiens en Ukraine qui sont séparés pour une raison ou une autre. Ces familles qui se retrouvent d'une manière ou d'une autre et qui ont la liberté de voyager pour se voir peuvent être un moyen d'apporter une guérison plus large. Elles peuvent être une force de guérison. Cela fait aussi partie de la conversation. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais je pense qu'il y a une sorte de niveau élevé, le niveau du sommet. Et comme l'a dit le gouverneur Brown, cela ne va pas simplement venir d'en haut et se produire. Cela doit également venir de la base. Il existe donc des modèles de processus à plusieurs volets, où différentes pistes abordent différentes choses en même temps. Les accords d'Helsinki, par exemple, avaient une approche par panier qui était simultanée. Tout cela doit donc réfléchir très attentivement dans la conception du cessez-le-feu et dans la conception du processus de paix. Et cela doit être inclusif. Oui. Je pense que les sentiments, la haine, le sentiment d'injustice, la demande de vengeance sont très puissants. Et je pense qu'il va falloir une réflexion très astucieuse pour déterminer comment procéder. Je sais pas. Je veux dire, qui sait? Avec Trump comme homme pour l'Amérique et Poutine, ça va demander quelque chose. Je pense que si vous aviez un groupe de victimes, Russes et Ukrainiens les mettre dans la même pièce, je ne voudrais pas être près de ça. Donc, cela va nécessiter des étapes séquentielles. Et beaucoup dépendra de ce que Poutine est prêt à faire. Et je pense que l'écart entre ce que Poutine voit et ce que Poutine veut, et ce que les Européens, l'Amérique et l'Ukraine veulent, est tellement divergent que je ne sais pas. Je suis sûr que d'autres personnes peuvent le comprendre. Écoutez, il doit y avoir un moyen d'arrêter les combats. Et pour arrêter les combats, il faut un plus grand accord pour créer une certaine stabilité. Mais il doit y avoir un sens de la justice. Et comment vous créez cela, je ne peux pas vous le dire. Mais je veux juste signaler que ça va être vraiment difficile. Mais nous sommes à un point où tous les partis disent qu'ils veulent mettre fin au combat. Ce serait un objectif en fait également du côté russe, qui dit depuis un certain temps qu'il est ouvert aux négociations. Et maintenant, nous avons des négociations. Mais nous avons aussi une situation dans laquelle les Américains et les Russes disent qu'ils veulent négocier sur plus que l'Ukraine. Ils veulent également négocier sur les relations commerciales entre eux. Donc, en un sens, nous sommes maintenant dans un cadre encore plus large. Mais laissez-moi faire intervenir Bill. Quelles sont vos réactions à cela? Et pensez-vous que la manière la plus propice de négocier un accord est de haut en bas, une rencontre entre Trump et Poutine, ou de bas en haut, comme Cynthia l'a également souligné, en essayant d'avoir à nouveau une compréhension de base entre les parties? Eh bien, je pense que si cette phase entre la Russie et les États-Unis est brève, juste pour exposer les deux côtés, c'est bien. Mais cela doit inclure les Européens, l'Ukraine, le peuple ukrainien, si l'on veut parvenir à un accord de paix stable. Je pense aussi que toutes les parties doivent avoir le sentiment qu'elles sont plus en sécurité en mettant fin à la guerre qu'en la poursuivant. En Occident, je pense que certaines préoccupations de la Russie ont été écartées. Mais si c'est ce qu'ils croient, si c'est ce qu'ils jugent important pour eux, il faut en tenir compte d'une manière ou d'une autre. Et je pense que, vous savez, probablement, les garanties de sécurité pour l'Ukraine peuvent être les plus difficiles. Je veux dire, si ce n'est pas l'adhésion à l'OTAN, qu'est-ce que c'est? Et comment cela entre-t-il en jeu?
Et est-ce que cela fait que le peuple ukrainien se sent suffisamment en sécurité? Mais oui, je pense qu'en fin de compte, il faut impliquer beaucoup plus de partis. Cela ne peut pas être juste, vous savez, Poutine et Trump au-dessus de la tête de tout le monde. Donc j'espère que ce n'est qu'une courte période de prise de contact et que cela s'élargit. Vous savez, l'une des choses que je souligne habituellement, c'est que la meilleure garantie de sécurité que vous puissiez obtenir est de ne pas avoir d'ennemis. Si personne ne veut vous envahir, alors vous êtes vraiment en sécurité. Il y a ce tout petit pays appelé Liechtenstein, coincé entre la Suisse et l'Autriche. Aucun des deux ne l'a jamais attaqué. Cela n'aurait aucun sens. Pensez-vous donc que nous pourrions arriver à un point où nous réfléchissons à nouveau de manière plus large à la sécurité, en dehors du cadre de qui possède quel type d'armes et qui les pointe sur qui, dans quelles circonstances, où la sécurité signifierait, vous savez, non seulement être en sécurité les uns des autres, mais être en sécurité ensemble. Gouverneur Brown, comment percevez-vous la perception de l'Amérique sur ce que signifie la sécurité? Peut-être dans le contexte européen, mais en général. Eh bien, je pense que la plupart des Américains trouvent la guerre très lointaine et n'y pensent probablement pas beaucoup. Ce qui me frappe en écoutant, c'est que je me remémore l'époque où Clinton travaillait avec Eltsine, puis Poutine. Ils parlaient d'une implication russe, même au sein de l'OTAN. Ils envisageaient une sorte de partenariat. Et Clinton a donné aux Russes une voix, mais pas un droit de veto. Et il s'avère que c'était une voix assez faible qui était accordée. Donc si à l'époque, lorsque les relations étaient bien meilleures, il n'y avait pas toute cette horrible négativité, ils ne pouvaient même pas se mettre d'accord. Et maintenant, vous soulevez la question de savoir comment il peut y avoir un modus vivendi entre la Russie, l'Occident et l'Ukraine. Cela doit être beaucoup plus difficile. Cela dit, comme l'a dit Bill, toute cette souffrance, tous ces meurtres, les gens veulent que ça s'arrête. C'est donc le grand moteur. L'horreur est suffisamment lourde pour pousser les gens à faire des compromis et à accepter des choses qui auraient été impensables il y a 1 an, ou même 6 mois. Alors quelles sont ces choses? Cela va nécessiter un peu de raison de la part de Poutine. Cela va demander beaucoup de la part des Ukrainiens. Et puis ça va demander beaucoup de la part de celui qu'on appelle le négociateur. Trump a-t-il les ressources, la patience, l'intelligence, la capacité? Il dit qu'il est un grand négociateur. Eh bien, ce genre d'accord semble extrêmement redoutable. C'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà. Donc je ne vous donne pas une très bonne réponse. Je veux vraiment signaler que je suis assez sceptique. Je suis optimiste parce que Trump mélange les cartes. Je ne pense pas que nous étions dans une bonne situation avant Trump. Et donc même si les choses semblent assez mauvaises le premier mois, peut-être qu'à travers tout ce chaos, il pourrait y avoir un chemin à suivre, simplement parce que les gens ne veulent pas que cela empire. C'est un puissant moteur. Cynthia, voulez-vous réagir à cela ou à ma question sur la manière de créer une compréhension commune de la sécurité? Eh bien, vous savez, je pense que lorsque vous m'avez posé cette question et que je réfléchis à la vision de Gorbatchev pour un accord de sécurité collective à la fin de la guerre froide, de Lisbonne à Vladivostok, était l'appel. Et je pense que c'est évidemment une occasion manquée. Lorsque le pacte de Varsovie a été dissous, la question était, eh bien, pourquoi avons-nous besoin de l'OTAN? Parce que nous n'avons plus le pacte de Varsovie. Pourquoi n'avons-nous pas un accord de sécurité collective commun? Donc je pense que l'architecture de sécurité collective est là où nous devons aller. Et c'est une redéfinition de ce qu'est la sécurité. Je pense aussi que les réalités sur le terrain, les difficultés, les défis qui ont été mentionnés dans cette conversation sont formidables.
Et je pense aussi que nous devons avoir cette vision, et même une vision plus large en termes de ce qu'est la sécurité humaine. Vous savez, il y a la sécurité militaire, et puis il y a la sécurité humaine. Les temps dans lesquels nous vivons exigent que nous nous réunissions pour aborder d'autres menaces existentielles comme le changement climatique. Nous devons donc avoir une compréhension différente de ce qu'est la sécurité, nous rassembler et aller au-delà des confrontations du système militaire pour aborder les ennemis communs que nous avons. Cela passe en partie par la compréhension des défis communs que nous avons et par faire de ceux-ci les menaces existentielles auxquelles nous faisons face. Merci, je ne sais pas vraiment. J'ai beaucoup d'incertitudes ici, mais je pense qu'au lieu d'essayer de créer le monde magnifique auquel nous aspirons, il y a des mouvements. La Russie peut retirer ses troupes, l'OTAN peut faire certaines choses, et ces négociateurs d'armes deviennent très techniques et ont différentes petites étapes qui commencent et progressent. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dans la manière traditionnelle de trouver une sorte d'arrangement mutuel. Je ne l'exclus pas. C'est juste que Poutine veut cette guerre et les États-Unis veulent maintenir la Russie à distance. Et maintenant, ils ont encore bien moins de raisons de se faire confiance. Donc il y a beaucoup à surmonter. Et cela suggérerait qu'ils doivent faire des pas minimaux, mais significatifs. Et oui, avoir un grand rêve d'une nouvelle relation entre la Russie et l'Occident. Mais je pense qu'il faut faire de petits pas, et cela va être plus ambitieux que quelque chose d'écrit sur une feuille de papier. Et Bill, j'aimerais vous faire intervenir. Pouvez-vous réagir à cela? Eh bien, je pense que oui, à court terme, des petites étapes, des mesures de renforcement de la confiance. Mais je pense qu'à terme, cela doit être intégré dans une architecture de sécurité européenne plus large, où il y a des incitations pour les pays à avoir des relations normales. Et certainement, le bilan de la force militaire dans ce siècle a été épouvantable. Personne n'a gagné aucune de ces guerres. Il y a juste eu, vous savez, qui a souffert le plus, qui a payé un prix plus élevé. Mais cela ne semble pas avoir pleinement pénétré l'esprit public à Washington ou dans le pays, car il y a encore ces discours de paix par la force, et vous savez, une sorte de pari sur une solution militaire, alors que cela a été absolument désastreux dans son approche même des problèmes militaires, sans parler du fait que cela ne fait rien contre le changement climatique, les pandémies, des choses qui peuvent finalement être des menaces plus grandes pour nous. Cela a mis en suspens les réductions du contrôle des armes nucléaires. Donc, je pense qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, des mesures à court terme, mais nous devons aller au-delà d'un simple affrontement armé. Je veux dire, à ce moment de l'histoire, étant donné par exemple ce qui sort de Washington, où ils essaient essentiellement de démanteler la démocratie, je pense qu'il faut une vision plus large et une défense immédiate. Parce que si les gens vont risquer leur vie ou prendre des risques qu'ils ne prendraient normalement pas, ça doit être pour la démocratie, une vision plus grande, un type de monde différent. Sinon, je pense que c'est un va-et-vient entre des moments de calme et des moments de guerre, et on ne dépasse jamais vraiment cela. Donc je ne voudrais pas que nous abaissions nos ambitions pour le type de monde que nous voulons voir. Mais je comprends qu'il y a beaucoup d'affaires immédiates à régler. Mais je pense qu'il pourrait y avoir un moyen de faire de petits pas pour gérer l'immédiat, en quelque sorte arrêter l'hémorragie, arrêter les tueries, mais ne pas s'arrêter là. Essayer de construire un contexte plus large où la guerre est moins probable et où les gens prennent conscience de la réalité qui aurait déjà dû s'imposer. À savoir que, vous savez, la guerre est souvent un désastre pour tous les concernés. Plus important encore, nous n'avons pas les ressources pour consacrer notre esprit, notre planète, notre argent à faire la guerre.
alors qu'il y a tant d'autres menaces pour l'humanité qui n'ont rien à voir avec le nombre de missiles, le nombre de porte-avions que vous avez, et ainsi de suite. Donc, vous savez, un changement de mentalité est nécessaire. Mais je pense que s'il y a une vision de l'endroit où nous voulons aller, il sera plus facile de provoquer ce changement. Oui, je vois ça aussi. Et le fait est qu'avec la nouvelle administration, en fait, il y a un changement de cap, n'est-ce pas? La différence dans les signaux, dans les actes de discours et dans les façons dont Washington se comporte et travaille maintenant envers la Russie et l'Europe a changé de manière spectaculaire depuis janvier, n'est-ce pas? Oui, mais cela nous amène également à l'une des principales questions de la façon dont ce conflit et les relations internationales fonctionnent, à savoir que les États-Unis ont un processus politique très difficile à prévoir pour les Américains et pour tout le monde à l'étranger. La politique peut changer sur un cycle de 4 ans. D'un autre côté, il y a des penseurs politiques comme vous, comme des personnes dans différents think tanks qui ont des visions stratégiques très divergentes. Que pensez-vous, gouverneur Brown, sont les facteurs les plus essentiels qui façonnent la stratégie politique à long terme des États-Unis, si l'on peut dire ainsi? Qu'est-ce qui pousse les États-Unis à agir comme ils le font sur la scène mondiale? Eh bien, c'est toute une question. Qu'est-ce qui pousse l'Amérique à faire ce qu'elle fait? Je ne sais pas si nous savons jamais non seulement ce qui pousse l'Amérique à faire ce qu'elle fait, ou même ce que chacun de nous fait individuellement. Je pense que les motivations sont, vous savez, pour les analystes freudiens, qui diable sait ce qui pousse les gens à faire quoi. Mais je veux dire, parce que si vous regardez simplement ce qui se passe en ce moment, une réduction d'impôts de 4 000 milliards de dollars, alors que nous avons des milliers de milliards de dollars de mesures d'atténuation du climat qui vont absolument devenir nécessaires, et l'adaptation en réponse aux perturbations carboniques intégrées, aux perturbations climatiques. Cela représente des milliers de milliards, et nous gaspillons simplement notre base de ressources. Il y a beaucoup de... Je ne peux pas vous dire ce que l'Amérique, je pense, aime être la puissance indispensable, aime être ces commentaires de Madeleine Albright et d'autres sur le fait d'être indispensable. Hillary Clinton a parlé d'indispensable. Cette idée que nous sommes l'encre, le gardien d'un monde pacifique, c'est très fort. Et cela conduit à beaucoup d'abus de pouvoir. Donc cela doit être réduit. Peut-être que Trump fait cela. Je dirais que Trump a exprimé une certaine aversion pour les armes nucléaires. Donc, si nous parlons d'un problème plus large, alors qu'il travaille sur ces détails précis d'un cessez-le-feu et ensuite suivent le genre de choses, Russie, Ukraine, Ouest, Est, un gros problème. Un grand sujet est que faisons-nous à propos de ces armes nucléaires et de l'accumulation et des 5 systèmes d'armes de Poutine et de l'accumulation d'armes par les États-Unis et de la modernisation et maintenant le comité bipartite appelant à encore plus d'accumulation nucléaire et militaire. Et puis vous avez la Chine qui essaie de rattraper un peu, pas vraiment à notre niveau, mais au moins pour doubler ce qu'ils ont. Je pense qu'avec le nucléaire, il y a beaucoup de marge parce que c'est tellement excessif, tellement absurde, tellement stupide, qui devraient reconnaître le danger et la stupidité de se menacer mutuellement d'annihilation et intégrer cela. Je pense que peut-être Trump, vous savez, il va pas travailler sur le climat. Cela n'existe pas. C'est un gros problème à résoudre. Il ne travaille pas sur les menaces biologiques, qui est un autre gros problème à la fois pour les agents pathogènes naturels et artificiels. C'est un autre gros problème. D'accord. Mais le nucléaire est quelque chose qui l'a préoccupé. Donc peut-être que c'est un domaine où il pourrait renouveler, commencer, proposer des alternatives. C'est quelque chose d'important. Cela n'a vraiment aucun sens. Et puisque nous allions parler du nucléaire,
Je me suis un peu préparé pour cela. Je suis frappé par cette idée. Pourquoi n'avons-nous pas eu de guerre nucléaire, d'échange nucléaire? Et la réponse est que personne ne sait. La chance. Comme l'a dit Matthew Menard, la chance. Kennedy a dit, je pense, je pense qu'il a dit qu'il y avait 30% de chance d'aller vers un échange nucléaire. Donc nous avons ce monstre, cette énorme chose qui plane au-dessus de nous. Trump peut-il peut-être saisir cela? Je pense qu'il pourrait. Et puis il faut parler à Poutine. Il ne semble pas s'inquiéter de ses armes nucléaires. Ils pensent tous que ce sont de petits jouets qu'ils peuvent contrôler, avec quelques pressions sur le bouton, quelques commandes. Mais la vérité est qu'il y a une instabilité dans la sécurité des arsenaux nucléaires de tous les côtés. Comme l'a évoqué Bill Perry, le risque d'une bévue, d'une erreur, d'un accident. Et Sam Nunn a travaillé longtemps et a finalement obtenu ce qu'il appelle un examen à toute épreuve, qui est en cours actuellement. Qu'est-ce qu'un examen à toute épreuve? C'est pour découvrir ce qui, dans votre système, va mal tourner et peut déclencher tout l'Armageddon par accident. Et donc, ils veulent découvrir où se trouvent ces défauts, ce qui indique qu'ils pensent qu'il y a probablement des défauts. Donc, c'est peut-être quelque chose dont Poutine et Trump peuvent parler. Il y a donc un grand enjeu global en plus de ces questions plus limitées, les affaires en Ukraine, dans le Donbass et en Russie. Donc oui, parler de ces questions techniques par petites étapes pour une trêve, mais entrer dans le domaine nucléaire. Faites quelque chose à ce sujet, car c'est l'anéantissement ultime. Je pense que Trump comprend cela, et Poutine devrait le comprendre. Et donc il devrait être capable de parvenir à un accord. Et cela renforcerait beaucoup la confiance s'il commençait à réduire les armes nucléaires. Vous avez tout à fait raison à ce sujet. Et la bonne nouvelle est que les Russes ont à plusieurs reprises déclaré qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée. L'un des pas qui pourrait être franchi est que les États-Unis modifient leur doctrine nucléaire pour exclure les premières frappes. Cynthia, pensez-vous que ça soit réaliste, que les États-Unis pourraient à un moment donné dire « D'accord, nous l'inscrirons dans notre doctrine que nous n'utiliserons jamais ces armes en premier », ce qui est quelque chose que les Russes avaient dans leur doctrine avant de changer. Mais pour revenir à ce point, car c'est absolument vrai, le plus grand danger pour l'humanité est l'humanité elle-même, car nous avons maintenant les armes pour tout détruire. Comment voyez-vous cela? Eh bien, je suis vraiment content que nous soyons passés à la question nucléaire, car c'est aussi ce à quoi j'ai beaucoup réfléchi dans le contexte du changement des relations. En ce qui concerne la non-utilisation en premier, il est absolument clair que si les États-Unis et la Russie acceptaient de ne pas utiliser en premier, cela réduirait immédiatement le risque de guerre nucléaire. Mais il a été très difficile de faire accepter cela aux États-Unis. La Russie l'avait et la Chine l'a maintenant. La Chine a déclaré la non-utilisation en premier. L'une des raisons pour lesquelles les États-Unis ont dit qu'ils ne l'avaient pas, eh bien, il y en a beaucoup. Par exemple, Biden a fait campagne sur une plateforme qu'il allait essayer de mettre en place une politique de non-recours en premier, mais une fois en fonction, rien ne s'est passé. Cela s'est déjà produit auparavant. Et donc, le genre d'argument que j'entends de la part des gens, vous savez, au Pentagone, c'est que cela affecterait notre relation avec nos alliés, s'ils pouvaient avoir confiance que nous serions là pour eux, si, vous savez, nous déclarons le non-recours en premier, s'ils avaient besoin de nous, ce genre de choses. Je veux dire, c'est juste l'un des arguments que j'ai entendus contre cela. Je pense que ce serait une mesure très importante pour renforcer la confiance dans la relation plus large et l'architecture de sécurité nucléaire qui a tant besoin d'aide en ce moment.
Mais je veux aussi dire que le fait que, après 3 ans sans se parler, les présidents des États-Unis et de la Russie se parlent maintenant est un énorme pas dans la bonne direction. Ces deux pays possèdent plus de 90% des armes nucléaires mondiales et être enfin de nouveau en dialogue est significatif. Une de mes plus grandes préoccupations ces dernières années a été le manque de dialogue et de diplomatie qui s'est effondré après l'invasion à grande échelle de la Russie. Il y a un principe fondamental de réduction des risques nucléaires, selon lequel vous ne cessez jamais de parler à votre adversaire nucléaire, quoi qu'il arrive, car le risque nucléaire ne disparaît jamais. Et en fait, c'est le contraire qui est vrai en temps de guerre. Lorsque le risque d'escalade vers un échange nucléaire dû à une bévue, un accident, une erreur de calcul, une erreur ou une fausse alerte est élevé en raison du brouillard de la guerre. Sans de bons canaux de communication en place, cela augmente la probabilité d'une escalade vers l'utilisation nucléaire en cas de crise. Les discussions sont ce qui nous a sauvés pendant la crise des missiles de Cuba. Donc, je veux dire que je pense que le fait d'être réellement dans la conversation est vraiment important. J'ai des choses à dire sur le New START, mais peut-être que nous voulons entendre Bill avant que je parle du New START, car il y a des choses spécifiques à ce sujet. Qu'en pensez-vous? Oui, parlons du nouveau START dans un instant, Bill. Mais Bill, s'il te plaît. Eh bien, je pense qu'en revenant à la raison pour laquelle les États-Unis agissent comme ils le font, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup de caractéristiques classiques d'une puissance impériale. Vous pouviez lier certaines des interventions à des intérêts économiques très spécifiques. Vous savez, le coup d'État en Iran lorsqu'il nationalisait le pétrole ou le coup d'État au Guatemala lorsqu'il reprenait des terres aux entreprises américaines. Ou même aussi tard que le renversement d'Allende, il y avait une sorte d'impérialisme rationnel, non moralement justifiable, mais il semblait y avoir des objectifs, il semblait y avoir des résultats finaux. Je pense qu'aujourd'hui c'est irrationnel, même du point de vue économique, de détruire des pays comme l'Irak et l'Afghanistan. Aucun réel bénéfice. Le coût des guerres post-11 septembre a été de 8 000 milliards de dollars pour les États-Unis. Des centaines de milliers de civils sont morts dans le monde entier. Des centaines de milliers de vétérans avec des blessures psychologiques et physiques. Cela n'a vraiment rien accompli, même si votre objectif est la domination mondiale. Donc je pense qu'il y a maintenant un élément irrationnel. Surtout au niveau nucléaire, c'est un peu comme un pacte de mort mutuel. Je veux dire, il est compris que si un nombre significatif de ces choses est utilisé, il y aura un grand nombre de morts immédiatement. Il y aura des morts dues aux radiations. Cela pourrait saper l'agriculture mondiale. Il pourrait y avoir un hiver nucléaire. Alors, sachant tout cela, comment pouvez-vous reculer et dire, eh bien, établissons cet échiquier de combien de ce type et combien de ce type, et l'escalade quand toute la proposition met la vie telle que nous la connaissons en danger. Et donc, même si vous êtes la personne la plus avide imaginable, si la vie se termine, votre vie se termine aussi. Je veux dire, c'est un peu comme pour moi, au niveau des élites, il n'y a pas de rationalité à shrink that shell. Bill, je veux intervenir. Ce que tu dis est absolument vrai. Toute cette affaire nucléaire est insensée. Je veux dire, l'idée que l'Amérique va utiliser des armes nucléaires en premier contre une puissance nucléaire alors qu'elle dispose d'armements conventionnels et risque peut-être une attaque nucléaire sur le continent, c'est du suicide. C'est fou. Et donc, ne pas utiliser en premier devrait être une évidence. Il n'y a aucune rationalité à frapper en premier. Cependant, Obama, qui a reçu un prix Nobel sur ce sujet, a reculé. Les personnes qu'il a choisies pour sa déclaration de posture nucléaire ne voulaient pas de non-utilisation en premier, donc cela ne s'est pas produit. Puis Biden, il va adopter la non-utilisation en premier.
Et la femme qui travaillait pour le département de la Défense, qui poussait cela, il l'a licenciée parce que des gens au Congrès ont dit « Oh, cette dame va être pour le non-emploi en premier. Sortons-la de là. Nous ne voulons pas qu'elle interfère avec la revue de la posture nucléaire. » Donc Biden et Obama ont tous deux prouvé que le non-emploi en premier n'a aucune chance dans ce régime. Maintenant, pouvons-nous l'obtenir dans le cadre d'un accord Poutine-Trump? Peut-être. Mais il y a quelque chose de vraiment fou ici parce que, eh bien, ça n'a aucun sens. Mais aussi, le lancement sur alerte n'a aucun sens. En fait, si vous voulez aller là, les ICBM dans l'esprit de beaucoup de gens n'ont pas beaucoup de sens. Nous sommes donc embourbés dans l'irrationalité. Et si cette discussion avec l'Ukraine engageant Poutine et Trump, peut-être qu'ils pourront parler sérieusement de quelque chose. Et vous savez, ce type Trump aime les accords pratiques. Ce n'est pas inconcevable, parce que ce que nous faisions avant sous nos excellents présidents, Biden et Obama, eh bien Obama a eu un nouveau départ, mais il a opté pour la modernisation comme paiement. Donc Trump peut être mauvais, mais ce n'était pas bon avant. Alors peut-être qu'il y a une ouverture ici. Peut-être que la folie de cette administration actuelle peut ouvrir de nouvelles voies. J'espère. C'est une sorte d'espoir dans l'obscurité. Permettez-moi de poser une question avant de passer au New Start. Même si Trump et M. Poutine parvenaient à un accord et signaient un traité incluant la non-utilisation en premier, cela devrait passer par le Congrès, n'est-ce pas? Et le Congrès devrait en fait approuver la non-utilisation en premier, et le traité également, je veux dire en général, pour le ratifier. Peut-être, Bill, tu veux dire quelque chose à ce sujet, mais quelqu'un peut-il au moins me dire ce que M. Trump doit garder à l'esprit? Il ne gouverne pas seul. Le Congrès est là. Oh oui, oui. Oh oui, il le fait. La foule MAGA doit faire tout ce qu'il dit. C'est la beauté de Trump. S'il est d'accord, tous les républicains voteront comme des robots jusqu'à ce qu'ils ne le fassent plus. Ce sera donc une occasion de faire adopter la politique. Exactement, exactement. Cela peut ne jamais arriver, mais si cela peut arriver, Trump peut convaincre ses partisans MAGA de voter oui. Bill? Oui, je pense qu'il y a cette politique dysfonctionnelle des armes nucléaires. Même en remontant à la soi-disant triade nucléaire, une partie de la raison de son existence est que la marine et l'armée de l'air voulaient une part de ce budget. Ce n'était pas une stratégie soigneusement réfléchie. Et vous avez 4 États, de petits États, le Wyoming, le Montana, le Dakota du Nord et l'Utah, dont les sénateurs ont formé une coalition ICBM pour empêcher même, ils ont obtenu une loi qui dit que vous ne pouvez pas réduire les ICBM en dessous des niveaux actuels. Donc, leur combinaison avec les entrepreneurs a fait obstacle à une politique rationnelle. Et il y avait même une commission du Congrès sur la posture stratégique qui a incroyablement dit que cette accumulation actuelle de 2000 milliards de dollars sur 30 ans n'était pas suffisante. Et le coprésident de cette commission, John Keel, était l'un des ennemis les plus acharnés du contrôle des armements lorsqu'il était au Sénat et était lobbyiste pour Northrop Grumman, le plus grand producteur d'armes nucléaires aux États-Unis. On pourrait penser que lorsqu'ils ont présenté cela au Congrès, il y aurait des questions sur le fait de savoir si cette augmentation nous rend plus sûrs l'état des arsenaux nucléaires dans le monde. Si c'est la bonne voie à suivre et quel en est le coût. Non, non. Les membres ont surtout parlé de « Eh bien, vous savez, il y a ce grand missile dans mon État et ne devrions-nous pas en construire plus ?» Vous savez, il y a donc cette vision complètement éhontée et étroite de la situation. Seule la sénatrice Warren a interrompu pour dire « Vous savez, est-ce que ça ne va pas accélérer la course aux armements ?»
Et au fait, combien cela va-t-il coûter? Et les chefs de la commission ont dit, oh, c'est trop important pour se soucier du coût. Donc, non seulement il n'y a pas eu de discussion sur le sens stratégique de cela, mais tout tournait autour de l'argent. Et vous savez, dans le contexte des problèmes auxquels nous faisons face, la taille de l'économie américaine et mondiale, ce n'est pas beaucoup d'argent. C'est juste câblé politiquement, d'une manière qui entrave une politique nucléaire sensée, vous savez. Cynthia, c'est peut-être le moment d'aborder le traité New START. Pourriez-vous brièvement nous donner l'historique de New START, juste pour ceux qui ne le connaissent pas, et ensuite nous dire ce qui est important à son sujet en ce moment? Eh bien, le New START a été mis en place sous Obama, comme l'a dit le gouverneur Brown. C'est le seul traité de contrôle des armements restants qui limite nos arsenaux nucléaires. Comme Katrina l'a mentionné au début, il doit expirer dans 1 an, en février 2026. Il limite les armes nucléaires déployées pour les États-Unis et la Russie à 1550 de chaque côté. C'est donc un peu le contexte du traité. Idéalement, le New START serait prolongé, ou au moins les États-Unis et la Russie accepteraient de respecter ces termes, pendant qu'un nouvel accord de contrôle des armements est négocié pour le remplacer. Jusqu'à récemment, cela a été considéré comme presque impossible, étant donné l'état des relations. Mais après l'appel téléphonique entre Trump et Poutine et l'annonce de Trump qu'il souhaite entamer des pourparlers de dénucléarisation avec la Russie et la Chine, Poutine a maintenant déclaré que les États-Unis et la Russie devront aborder la question de l'extension du New START. C'est un changement majeur de la part de la Russie et un signe que nous avons une chance soit de le prolonger, soit au moins de respecter ces termes lorsqu'il expirera l'année prochaine, pendant qu'un nouvel accord de contrôle des armements est négocié. Mais je veux aborder cette idée de pourparler de dénucléarisation avec la Russie et la Chine et simplement parler d'un défi ici que je vois basé sur ce que nous avons vu dans le passé. En 2020, Trump a refusé de prolonger le New START. Il était préoccupé par l'arsenal nucléaire de la Chine à l'époque et avait appelé à des pourparlers tripartites à ce moment-là. Il voulait que la Chine commence à réduire ses arsenaux avec les États-Unis et la Russie et en fasse une affaire à 3. Mais à ce moment-là, la Chine avait environ 320 ogives nucléaires, tandis que les États-Unis et la Russie en avaient ensemble un peu plus de 12 000. Alors les Chinois ont répondu en disant « D'accord, si vous descendez à notre niveau, 320, nous serons heureux de vous parler demain et de participer, mais nous savons que vous ne le ferez jamais. » Et donc aujourd'hui, avec la proposition de dénucléarisation de Trump, qu'il est très intéressé à avoir comme un accord trilatéral, la Chine a déjà répondu en disant « D'accord, vous et la Russie, donnez l'exemple. Vous deux possédez 90% des armes nucléaires mondiales. » Vous devriez prendre les devants. Nous devrions prendre les devants. Nous devons prendre les devants et réduire considérablement nos arsenaux. Ensuite, nous créerons les conditions pour que les autres pays dotés de l'arme nucléaire puissent se joindre au processus de désarmement. Donc, encore une fois, les Chinois signalent « Attendez une seconde, vous savez, nous n'allons pas nous précipiter pour suivre cela. » C'est là que réside ma préoccupation, que cela puisse à nouveau s'effondrer, comme cela s'est produit dans le passé. Donc, si Trump insiste sur la participation de la Chine avant que les États-Unis et la Russie ne descendent à leur niveau, c'est ma préoccupation à ce sujet. Je pense que c'est l'état des lieux avec le New START en termes de notre situation actuelle. Les négociations sur la politique, gouverneur Brown. Eh bien oui, je ne veux pas paraître trop optimiste. Je pense certainement que je ne l'ai pas été jusqu'à présent. C'est possible. Trump a parlé de son prix Nobel. La seule façon pour lui d'obtenir un prix Nobel
et s'il apporte ce qui ressemble à une paix stable et acceptable avec l'Ukraine, et s'il réalise quelque chose avec l'armement nucléaire. Et donc, si vous regardez en arrière, le New Start d'Obama était vraiment très bon. Je veux donc le reconnaître. Mais le fait qu'il ait dû être intégré dans une expansion majeure sous le couvert de la modernisation montre que la force d'inertie pour plus d'armement, plus de nucléaire est si forte. Maintenant, Poutine, je veux dire Trump arrive ici et il jette vraiment tout par la fenêtre. Et il est possible qu'il soit un opérateur si indépendant qu'il pourrait envisager une sorte d'accord avec Poutine, et peut-être que la Chine aurait quelque chose à faire. Ils devront probablement encore renforcer leurs propres arsenaux pour des raisons de prestige. Mais je ne pense pas que ce soit. Je pense que si vous attendez que les démocrates obtiennent une retenue nucléaire, je ne sais pas s'il y a. C'est pire sous Trump. Cela pourrait même être mieux. Maintenant, nous ne savons pas si cela va être mieux, mais il y a une opportunité. C'est un homme orchestre. S'il se met en tête que ces armes nucléaires, si vous en avez assez, vous n'en avez pas besoin de plus. Et donc vous pourriez faire une sorte de réduction. Il est tout à fait possible que lui et Poutine puissent parvenir à un accord si c'est ce que Poutine veut. Maintenant, Poutine veut un arrangement plus large avec l'économie et tout le reste. Donc, il faut un accord assez important pour obtenir quoi que ce soit. Et Trump peut-il réussir cela? Je dirais que c'est possible. Je dirais qu'avant, nous nous dirigions vers de gros problèmes. Le bulletin des scientifiques atomiques disait chaque année que l'apocalypse se rapprochait. Donc nous n'étions pas sur une bonne voie. Nous sommes peut-être sur une très mauvaise voie maintenant. Mais nous ne savons pas s'il n'y a pas une percée possible dans les prochains mois. Ce serait mon espoir. Bill, tu as mentionné plus tôt le point de ces types d'obstacles institutionnels sur le chemin du désarmement. De plus, le fait que les États-Unis soient organisés de manière fédérale, n'est-ce pas, où les niveaux inférieurs peuvent parfois, par la façon dont ils interagissent avec le niveau supérieur, bloquer des décisions. William Bill, que vois-tu? Quel type de problème vois-tu qui pourrait sérieusement empêcher ou entraver tout type d'accord stratégique majeur sur les armes nucléaires? Eh bien, vous savez, je pense qu'un président déterminé pourrait surmonter certains de ces obstacles. Nous avons certainement beaucoup moins d'armes nucléaires qu'au plus fort de la guerre froide. Le problème avec Trump, c'est qu'il a une théorie de l'homme providentiel de l'histoire, mais il est le seul grand homme dans cette théorie. Et il n'est pas cohérent. Je veux dire, lors de son premier mandat, il parlait à Kim Jong-un, et il a été critiqué pour lui avoir parlé, normalement, ce que je trouve ridicule. Si vous ne parlez pas à votre adversaire, vous ne pouvez pas parvenir à un accord. Mais il n'a pas donné suite. Il était en quelque sorte penché vers des menaces nucléaires. Tout cela s'est un peu effondré. Alors, peut-il être cohérent? Peut-il développer l'expertise autour de lui pour réellement conclure un accord? Ce sont de grandes questions. Il est aussi très bon en relations publiques. Donc s'il n'obtenait pas le prix Nobel de la paix, il dirait simplement que c'était truqué, qu'il aurait dû l'avoir, ou qu'il en ferait un lui-même et le mettrait sur son bureau, ou qui sait. Donc, c'est un peu difficile de savoir comment il passe du point A au point B. Je veux dire, je pense que le fait qu'il soit transactionnel, je ne pense pas qu'il ait une idéologie fixe, peut-être utile. Mais le faire rester sur la bonne voie est une autre affaire. Et bien sûr, je pense qu'une grande partie des préoccupations aux États-Unis concerne son démantèlement de la démocratie. Et donc je pense que, pour certaines personnes, cela éclipse toute autre considération de ce qu'ils pourraient ou ne pourraient pas faire. Donc vous savez, ça va être un environnement politique interne très stressant et turbulent, ce qui affectera, d'une certaine manière, l'United States in Octobre.
En ce moment, il y a deux interprétations sur ce qui se passe. L'une est que ce que M. Trump a dit pendant la campagne, qu'il est le candidat de la paix et qu'il veut la paix, et qu'il veut retirer les États-Unis d'Europe, du Moyen-Orient et du Pacifique, vous savez, et réduire les dépenses militaires. C'est une façon de voir les choses. L'autre école de pensée dit, eh bien, ce qui se passe actuellement, c'est que les États-Unis essaient de se retirer de l'Europe pour avoir plus de temps pour se concentrer sur la Chine. Et l'inévitabilité d'un affrontement avec la Chine, comme certains des réalistes purs et durs le diraient. Et quel est votre sentiment, tout le monde? L'administration actuelle fait-elle cela dans le but de recentrer les États-Unis sur eux-mêmes? Ou le fait-elle en réalité avec une perspective de plus de confrontation envers la Chine? Et je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être le gouverneur Brown. Oui, eh bien, il ne fait aucun doute qu'Elbridge Colby veut se concentrer sur la Chine. Il a écrit un livre intitulé The Strategy of Denial, How to Beat China in a War over Taiwan, que j'ai d'ailleurs critiqué pour la New York Review of Books, si vous voulez y jeter un œil, car je suis très sceptique quant à ce qu'il a dit. Donc oui, il a beaucoup de faucons autour de lui qui vont vouloir dire « Non, non, allons chercher la Chine ». Et la Chine est une grande menace. C'est donc le problème. Mais d'un autre côté, il est transactionnel. Il a exprimé une préoccupation concernant le danger des armes nucléaires. Il a exprimé une préoccupation concernant ces guerres sans fin. Il veut se retirer d'une manière très 19e siècle, ce qui ne correspond pas au 21e siècle. Mais je ne pense pas que ce soit certain. C'est possible. Il y a des gens avec qui je parle qui sont préoccupés, qui connaissent le contrôle des armements. Ils pensent qu'il est possible que Trump essaye d'obtenir un grand accord avec les Russes, avec Poutine. Je pense que ça correspond à sa grandiosité. Le problème, c'est que tout repose sur un seul homme. Il n'y a pas de pression pour un grand accord nucléaire venant des républicains et pas beaucoup venant des démocrates. L'intérêt pour le danger nucléaire est très minimal. Je veux dire, vous pourriez avoir 8 personnes au Congrès, peut-être une poignée de sénateurs, une poignée de députés. Les autres sont préoccupés par d'autres choses, et ces autres choses sont importantes. Mais là où nous en sommes, nous avons un spectacle d'un seul homme. C'est un spectacle d'un seul homme en Russie et un spectacle d'un seul homme aux États-Unis. Espérons qu'il fera la bonne chose quand il s'agira de faire quelque chose avec la Russie pour réduire le danger nucléaire. Je vais demander à Cynthia dans un instant de donner son avis à ce sujet. Mais juste une question de suivi pour vous, gouverneur Brown. Comment se fait-il qu'aujourd'hui ce sont les républicains qui sont le parti de la paix et non plus les démocrates? Je veux dire, vous avez été gouverneur démocrate 2 fois. Qu'est-il arrivé au Parti démocrate pour qu'il change ainsi? Eh bien, quand j'étais jeune garçon, mon médecin du coin disait toujours que les démocrates, ils apportent toujours les guerres. Et il disait à l'époque la Première Guerre mondiale, le démocrate Woodrow Wilson, la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt, la guerre de Corée, Truman. Eh bien maintenant nous avons eu Bush, donc le record démocrate a été battu. Mais regardez, le Parti démocrate a besoin d'argent. Il a besoin de soutien. Leur groupe d'intérêt. Vous allez à ces collectes de fonds, regardez ces élections qui coûtent des milliards. Et ce ne sont pas seulement les entrepreneurs de la défense et leurs amis, mais il y a un certain esprit patriotique qui nous pousse à vouloir avoir les plus gros canons en ville. Et les démocrates ont peur de ça. Il n'y a pas beaucoup de démocrates pacifistes. Je veux dire, même Bernie est plus intéressé par l'égalité. Je ne veux pas minimiser la qualité. C'est un énorme défi pour l'Amérique. Mais les gens qui veulent parler du nucléaire sont très peu nombreux. Et donc, il n'y a pas un grand mouvement pacifiste démocrate. Il y en avait un, mais il y en a encore un peu. Et qui sait,
Je veux dire, je pense que nous étions sur une mauvaise voie sans aucun doute, et ça n'a pas été reconnu. L'horloge de l'apocalypse a avancé. Je ne pense pas que cela ait été pris au sérieux à Washington. Mais néanmoins, elle se rapprochait dangereusement de la catastrophe. Donc je pense que nous ne sommes pas dans une pire position. Et étant donné la volonté de Trump de briser le moule et son désir d'être finalement respecté dans le monde, il pourrait être ouvert à un accord nucléaire, selon bien sûr ce que veut Poutine. Poutine a-t-il conscience du danger ou se sent-il plutôt satisfait de la compétition nucléaire? Cynthia, quel est ton avis là-dessus? Eh bien, je veux vraiment revenir sur ce que le gouverneur Brown a dit à propos du manque de conscience concernant le danger nucléaire. Je veux aussi mentionner qu'il a évoqué Bill Perry plus tôt. J'ai réalisé un film où j'ai interviewé des experts de premier plan aux États-Unis et en Russie sur les dangers nucléaires en 2017, y compris Gorbatchev et Perry entre autres. Ces deux-là ont vraiment eu le plus grand impact sur moi. William Perry a dit quelque chose qui répondait directement à la question du danger nucléaire. Il a déclaré qu'aujourd'hui, nous courons un plus grand risque de catastrophe nucléaire qu'à l'époque de la guerre froide. Cependant, la plupart des gens ignorent ce danger parce que nous ne le comprenons pas et nous ne faisons aucun effort sérieux pour réparer l'hostilité entre les États-Unis et la Russie. Alors nous nous permettons de marcher en somnambule vers une autre catastrophe. Nous devons nous réveiller. Et je pense que c'est ce somnambulisme. Vous savez, j'ai atteint l'âge adulte pendant la guerre froide dans les années 1980 et j'étais impliquée dans ce travail à l'époque. Il y avait cette peur de la guerre nucléaire, la compréhension, l'inquiétude, le mouvement à grande échelle de personnes de tous âges et de tous horizons qui craignaient la guerre nucléaire et voulaient voir le monde changer, parvenir à un accord différent, ce qui s'est remarquablement produit entre Reagan et Gorbatchev. Personne n'aurait jamais rêvé que ce soit possible lorsque Reagan est arrivé au pouvoir, parce qu'il est arrivé au pouvoir avec la paix par la force et s'est lancé dans la plus grande accumulation d'armes nucléaires de l'histoire avant cette époque. C'était l'Empire du Mal et c'était une période très effrayante. Je pense donc qu'il faut aborder cet élément de somnambulisme d'une manière ou d'une autre. Je veux revenir sur une résolution adoptée à l'automne à l'ONU pour mettre en place un panel scientifique chargé de produire un rapport examinant les conséquences d'une guerre nucléaire. Je pense que lorsque vous réveillez les gens à ces conséquences et que vous parlez d'hiver nucléaire et de choses comme ça, et que les gens comprennent ce que c'est, vous avez une meilleure appréciation de ce qui se passe. En tout cas, avec cette résolution, 144 pays ont voté en faveur, 3 contre. L'un d'eux était la Russie et 30 se sont abstenus, y compris la Chine et les États-Unis. Je pense donc vraiment que nous devons créer un mouvement pour diffuser cette information, car de bas en haut, ainsi que de haut en bas, cela peut être poussé et aborder les questions économiques. Les intérêts qui s'opposent à ce type de projet de loi, ce projet de loi mentionné, vous savez, ont joué un rôle énorme. Le lobby des ICBM et le complexe militaro-industriel ont joué un rôle énorme pour nous maintenir là où nous sommes, les lobbies à Washington, vous savez, influençant le Congrès. Donc je pense que j'ai de l'espoir. J'ai en fait beaucoup d'espoir, gouverneur Brown et Bill et Pascal, que nous avons réellement une chance maintenant d'essayer de faire quelque chose. Même s'il y a des obstacles et même s'il y a cette question de savoir si la Chine doit être impliquée, c'est une préoccupation pour moi. Alors l'accord pourrait échouer. Mais je pense que, et Poutine a dit qu'il était intéressé, vous savez, il est intéressé par la conversation. Donc je pense que nous avons une chance. Et il y a aussi un élan mondial pour cela.
N'oublions pas que nous avons le traité sur l'interdiction des armes nucléaires à l'ONU qui est en vigueur, et il compte plus de 50 États par-ci. Il y a donc un grand groupe de pays dans le monde qui aimerait interdire complètement les armes nucléaires et s'en débarrasser. Maintenant, cela ne va probablement pas se produire. Nous savons que les 5 grands qui les possèdent, et les 4 autres qui les possèdent illégalement, ne le veulent pas. Mais Bill, pensez-vous qu'il y a des raisons d'espérer un élan vers peut-être pas l'interdiction totale des armes nucléaires, mais l'établissement d'un nouveau cadre dans lequel les États-Unis, la Russie et la Chine pourraient, peut-être même réduire, sinon plafonner, leurs ogives nucléaires? Eh bien, je suis en faveur de l'espoir. Et je pense, oui, je suis d'accord avec Cynthia. Nous avons fait des progrès extraordinaires à certains moments de l'histoire, comme dans les années 80. Il y avait de la peur, mais il y avait aussi une certaine organisation, quelque chose que les gens pouvaient faire avec leur peur, comme la campagne Freeze et le mouvement européen pour le désarmement nucléaire. Je pense que ces 2 éléments ensemble ont été ce qui a renversé la situation. En fait, lors de la 2e candidature de Reagan, certains de ces bureaucrates disaient « Eh bien, vous savez, c'est une affaire sérieuse, Monsieur le Président. Ce ne sont pas juste une bande de pacifistes. Ce sont les églises traditionnelles. C'est un mouvement qui pourrait vous coûter politiquement. » Il est sorti un peu à double tranchant. D'une part, il disait que Star Wars vous protégera. Mais d'autre part, il n'a pas vraiment commencé à réfléchir aux réductions nucléaires politiques. Donc vous savez, avoir un président qui plaisantait sur le fait que le bombardement commencerait dans 5 minutes pour finir avec des réductions nucléaires, voire parler de l'élimination totale des armes nucléaires, était juste un exemple que si les gens se concentrent, nous pouvons progresser rapidement. Je pense qu'un des problèmes actuels est qu'il y a de multiples menaces. Il y a le climat, il y a les pandémies. Je pense aussi qu'il y a simplement ce sentiment général que les gens n'ont pas de prise sur leur vie ou la capacité de changer quoi que ce soit que fait le gouvernement. Je pense donc qu'il faut rappeler aux gens que nous avons réalisé des progrès incroyables par le passé face à des obstacles difficiles, et aussi que nous devons dépasser l'individualisme qui dit « Eh bien, rien de ce que je fais ne va compter ». Eh bien non, ce sont les millions de personnes qui comptent, mais chacun d'eux doit s'engager à faire quelque chose. C'est donc presque comme une rééducation de nous-mêmes pour être des citoyens plus actifs. Et certaines personnes, je pense, vous savez, c'est presque comme si, lorsque vous exprimez de l'espoir, vous êtes rejeté comme naïf. Mais ce qui est naïf, c'est de garder ces choses et de supposer qu'elles ne seront pas réutilisées. Donc, les faucons sont les naïfs, et nous devrions le souligner, je pense. Cynthia, on dirait que tu veux dire quelque chose. Eh bien, je veux juste revenir sur le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, parce que c'est l'une de ces choses que vous savez, quand j'en ai entendu parler pour la première fois dans la communauté de la sécurité nucléaire, ils ont dit que ça n'allait jamais arriver. Ça n'allait jamais arriver, ce traité. Et puis quand c'est arrivé en 2017 et qu'il a été adopté à l'ONU par 122 pays, il est passé. Les gens ont dit qu'il ne serait jamais ratifié et ensuite qu'il n'entrerait jamais en vigueur. Il n'entrerait jamais en vigueur. Et puis il l'a fait. Et je veux juste, et je suis en fait, mon organisation, Women Transforming Under Legacy. Nous sommes partenaires et je suis fière d'être partenaire de l'ICAN. Vraiment, le traité est le plus grand rayon de lumière et d'espoir pour moi et me motive à continuer ce travail. 73 États ont ratifié le traité et 4 Girls l'ont signé. Et donc, il obtient de plus en plus de signataires. Il établit une norme, il crée un tabou et stigmatise l'utilisation des armes nucléaires. L'une des façons dont il a obtenu
une reconnaissance à l'ONU, repose sur une série de conférences qui ont vraiment examiné les conséquences humanitaires catastrophiques des armes nucléaires. Ce qui revient à cette idée de devoir se réveiller du somnambulisme et de faire comprendre aux gens ce qui est en jeu. Oui, et je pense aussi que les grandes puissances essayent de dire « Oh, nous faisons cela pour le monde, nous construisons la stabilité pour le monde ». Et le reste du monde dit simplement « Non, nous ne voulons pas de cela ». Et donc je pense que c'est un grand pas en avant, même si bien sûr nous n'avons pas encore amené les grandes puissances à se désarmer. Mais cela va nécessiter un travail interne dans ces pays, ainsi qu'une norme internationale. Mais, vous savez, une grande partie du contrôle des armements se passe à Washington, en quelque sorte. Gouverneur Brown? Dismissed the whole idea of the nuclear ban treaty until it came into force, at which point they made it sound like they had supported it all along. So there's, everybody loves a winner, but it would be nice if they had supported it, along the way. Governor Brown? Well, I think things can change. Eh bien, je pense que les choses peuvent changer. Vous savez, comme un kaléidoscope, ça peut bouger un peu et le motif change. Il n'y a pas si longtemps, Kissinger, Shultz, Perry et Nunn ont écrit une série d'articles appelant à, je ne sais pas si c'était une abolition à 100%, mais c'était le mouvement vers l'abolition des armes nucléaires. Et c'était sérieux. Et il y avait de l'espoir. J'ai parlé à Bill Perry ces derniers mois. Il était très optimiste à ce moment-là. Et puis ça se dissipe. Donc il y a des mouvements dans l'histoire qui sont mystérieux. Mais le fait qu'il y ait un traité d'interdiction reflète cela, un sentiment mondial très fort contre les armes nucléaires. Et le fait que vous ayez eu Shultz et Nunn et les deux autres montre que les gens peuvent comprendre que l'armement nucléaire est irrationnel. Ils ne comprenaient pas au début, mais cela commence à être compris. En fait, c'est compris, je pense, par la Russie, les États-Unis et la Chine. C'est pourquoi ils ont voté soit pour s'abstenir, soit contre l'idée d'étudier quelles sont les conséquences nucléaires. Quel esprit rationnel dit « Je ne veux pas connaître les conséquences ». S'il vous plaît, ne me le dites pas. Eh bien, c'est une peur qui est quelque chose ici. C'est une horreur. Et si cette commission peut rendre cette horreur plus évidente, nous pouvons faire des progrès. Le fait est que les questions nucléaires sont gardées secrètes, confinées dans une petite boîte noire pour les experts, et 99,99% des gens n'ont aucune information, aucune exposition, aucun sentiment sur le danger nucléaire. Mais ils le peuvent. Et donc ICANN mobilise la communauté mondiale, l'étude des conséquences, et maintenant, l'hiver nucléaire fait l'objet d'une seconde évaluation. En ce moment, je pense que la science est très claire sur le fait qu'ils ne sont pas sûrs. Il y avait plus de confiance il y a 30 ans. Oh wow, vous avez l'hiver nucléaire. Eh bien, c'était... Et les gens ont discrédité cela en disant, eh bien, vous ne pouvez pas le prouver. Ils ont soulevé quelques objections, mais des études ultérieures montrent que c'est plausible. Vous savez, rien n'est certain dans la vie. Mais s'il est plausible que vous puissiez perdre des milliards, alors qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, il n'y a qu'une seule façon de gérer cela. N'y pensez pas. Donc c'est très irrationnel d'arrêter toute compréhension des conséquences de la guerre nucléaire. Mais c'est quelque chose sur lequel nous pouvons travailler. Il faut le mettre sous le nez des gens. C'est une horreur. Et nous devrions faire quelque chose à ce sujet. De plus en plus de ce sentiment peut être engendré. Et qui sait, peut-être que cela peut même influencer Poutine et Trump. Ils ont une certaine rationalité. Ce n'est pas irrationnel. Le jeu nucléaire est comme s'il y avait un sort jeté sur l'humanité. Cela n'a aucun sens, et pourtant ils dépensent des dizaines de milliards chaque année pour cela. Vous savez, le point est que c'est la seule chose sur laquelle je pense que tout le monde peut s'accorder.
que vous soyez chinois, russe, américain, ghanéen, tanzanien, malaisien ou japonais, nous aimons tous être en vie. Je veux dire, nous ne sommes pas si suicidaires en tant qu'espèce. Donc la question est de savoir comment emprunter une voie vertueuse où nous ne nous faisons pas exploser accidentellement en tant que planète de 8 milliards d'habitants. Nous approchons de la marque des 90 minutes. Je voudrais donner à chacun une dernière minute pour commenter ce que vous avez entendu et discuter, ce que vous pensez être important. Nous commençons avec le gouverneur Brown, puis passons à Bill, et Cynthia a le dernier mot. Gouverneur Brown. Bill and Cynthia gets the last word. Governor Brown. I'd say that clear voices are Je dirais que des voix claires sont plus nécessaires que jamais. coming out of La cacophonie qui émane de Washington, toute la désinformation et la confusion de ce que nous lisons rendent tout plus difficile. C'est pourquoi il faut simplifier les choses. Et il est très simple d'affirmer que le danger nucléaire est réel et qu'il n'est dans l'intérêt de personne. clear danger is real. Alors faisons quelque chose à ce sujet. Je pense que Trump, je ne dis pas que c'est certain, mais il est possible qu'il puisse trouver quelque chose avec Poutine. J'aimerais juste que plus de gens au Congrès puissent dire quelque chose, faire quelque chose, stimuler d'autres personnes, que ce soit les églises, les présidents d'universités, les sénateurs ou les membres du Congrès. Ils devraient parler du danger nucléaire et l'intégrer dans le règlement plus large entre les États-Unis et la Russie. Incorporating that into the larger settlement between the US and Russia. Merci Bill. Well, I think we have to act out of hope instead of Eh bien, fear. je pense que nous devons agir par espoir plutôt que par peur. Nous devons mettre de côté l'indifférence qui dit que nous ne pouvons pas changer les choses. Et ce n'est pas comme si les grandes puissances devaient être les meilleurs amis. Si vous reconnaissez que cette menace nous menace tous, elle pourrait rivaliser dans d'autres domaines et essayer quand même de s'en occuper. Mais nous n'en sommes pas encore là. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas le danger nucléaire ou pensent qu'il est théorique par rapport aux choses qui sont juste devant eux. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous devons changer cette conscience. Je suis d'accord. I agree. And Et Cynthia, les derniers mots reviennent. Eh bien, je ne pourrais pas être plus d'accord. Je veux juste dire que je pense, pour moi, que j'ai traversé la fausse alerte à Hawaï en 2018. J'ai reçu le message texte que nous avons tous reçu à Hawaï, plus d'1 million d'entre nous. Menace de missiles balistiques en direction d'Hawaï, cherchez un abri immédiat. Ce n'est pas un exercice. Cela a été une expérience qui a changé ma vie. Je venais juste d'être réveillée par Gorbatchev et Bill Perry et tout le monde en les interviewant. Mais traverser cela et avoir réellement l'expérience de penser que vous allez être frappé par un missile nucléaire l'a rendu réel pour moi, d'une manière qui ne disparaîtra jamais tant que nous n'aurons pas éliminé les armes nucléaires. Hollywood a joué un rôle énorme dans les années 1980 pour éveiller les consciences. Donc je pense qu'il existe des moyens de réveiller les gens. Je ne voudrais pas que quiconque ait à traverser ce que j'ai vécu pour se réveiller, car j'ai passé ces 38 minutes à courir vers un abri et à essayer de préparer ma famille à survivre à l'attaque nucléaire. Mais je pense que nous pouvons trouver des moyens créatifs pour éveiller les consciences. Et cela ferait vraiment une différence si nous avions ces conditions se reproduisant partout dans le monde et ensuite les dirigeants se levant à la hauteur de la situation. Pour finir sur une note d'espoir, nous pouvons le faire à nouveau. Si nous l'avons fait à l'époque, nous pouvons le faire maintenant, même si c'est une époque différente. wise words, and we've got to get rid Des paroles sages. of weapons. Et nous devons être réalistes à propos des armes nucléaires. À quel point nous devrions en avoir peur. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour vos merveilleuses contributions et vos analyses. Et je voudrais remercier Katrina Vanden Heuvel et Acura, l'organisation qui nous a réunis pour discuter de cela. Nous resterons sur le sujet. Et merci pour ma part, tout le monde. À la prochaine. Thanks
Merci. Everybody. See you next time. Thank you. Okay, Merci Pascal, merci beaucoup. Très important. important.